Chers amis, chers camarades, nous arrivons à la fin de cette année 2024. Mais d'abord, un petit coup de prétexte. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dernier tambour battant. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 faits très différents qui pourront vous paraître anodins, mais qui sont majeurs car symboliques de la conjoncture actuelle. L'un se passe en France, le deuxième dans un pays des Balkans, le dernier dans un ancien département français. Vous voyez, je ménage mon suspense. Le soir du samedi 30 novembre, à Cannes, un père de famille de 36 ans reçoit plusieurs coups de couteau alors qu'il profite d'une soirée avec son épouse et sa fille au marché de Noël. Peu avant 22 heures, il s'interpose à la patinoire entre sa fille de 7 ans et un groupe de 6 jeunes qui viennent de la bousculer. Ceux-ci réagissent. Ils réagissent violemment et le blessent à l'arme blanche. Victime de 3 plaies, localisées en haut du thorax, le père parvient à se réfugier dans un restaurant. Le gérant appelle les équipes du SAMU qui arrivent rapidement et le transportent à l'hôpital de Cannes. Son pronostic vital n'étant pas engagé, il est autorisé à rentrer chez lui 24 heures plus tard. Dans la foulée de cette attaque, après avoir visionné les caméras de surveillance, la police interpelle 2 mineurs complices de l'agression. Il place ceux-ci en garde à vue. L'auteur des faits, lui, est arrêté le lendemain dans un village près de Cannes. Une enquête est ouverte par le parquet de Grasse pour violence avec arme. Le mardi, 2 des agresseurs âgés de 15 ans sont déférés devant un juge pour enfants. L'un pour violence avec arme, suivi d'une incapacité de travail inférieure à 8 jours, l'autre pour complicité des mêmes faits. Résultat, ils sortent libres du tribunal, soumis simplement à un contrôle judiciaire. Les autres membres du groupe, également interpellés, sont mis hors de cause après leur audition. 3 questions se posent. La première, sachant que nous sommes en face d'une agression avec circonstances aggravantes, le couteau, et une ITT de moins de 8 jours, la peine normalement encourue par l'article 222-13 est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Comment, dans ces conditions, le juge peut-il ne pas valider au moins l'emprisonnement? La deuxième. Comment des adolescents peuvent croire à la rigueur de la justice quand ils sortent libres du tribunal alors que leur action aurait pu entraîner la mort de la victime? Je serais curieux de demander à ce magistrat, au bout de combien de tentatives de meurtre on va en prison pour lui? Vous me direz, il aurait pu faire pire, il aurait pu poursuivre le père de famille. La troisième question est une question de fond. Pourquoi la victime, en droit pénal, est un sujet passif, par opposition à celui qui cause le dommage, qui lui est un sujet actif, puisqu'il peut faire appel ou aller en cassation. Autrement dit, pourquoi la victime, au pénal, n'a pas de possibilité de recours face à un jugement, alors que la personne reconnue coupable a cette possibilité. Certes, le parquet peut aller en appel d'une décision de justice,
Mais le parquet représente objectivement l'État, pas la partie civile, c'est-à-dire les victimes. Passons maintenant à l'étranger. L'Union européenne se targue d'être l'espace géographique démocratique par excellence. Ceci est faux. Et la preuve vient encore de nous en être fournie par la Roumanie. Le 6 décembre, la Cour constitutionnelle roumaine a annulé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, initialement remporté par Călin Georgescu, le candidat indépendant qualifié dans les médias d'ultranationaliste et de pro-russe. Georgescu avait promis de mettre fin à l'assistance militaire fournie à l'Ukraine s'il était élu. Le processus électoral est reporté. Le gouvernement fixera ultérieurement la nouvelle date pour l'élection. Voilà ce qu'a déclaré la Cour dans son communiqué sans donner de raison à cette décision. Selon certains médias roumains, cette annulation serait due à 25 000 comptes pro-Georgescu sur TikTok, entrés en action seulement 2 semaines avant le scrutin. Je rappelle que le 24 novembre, Călin Georgescu a obtenu 22,94% des voix. La candidate pro-occidentale suit avec 19,18%. Même pour celle-ci, Elena Lasconi, la qualifiée donc du second tour, l'annulation des élections constitue une atteinte à la démocratie. Aujourd'hui, l'État roumain a piétiné la démocratie, a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. De son côté, le Premier ministre roumain et candidat pro-européen, qui est arrivé bien derrière, a soutenu la décision de la Cour. Les preuves d'ingérence étrangère et de manipulation sont trop graves pour être ignorées, a-t-il affirmé sur sa page Facebook. Ainsi, 9 personnes, occupant temporairement les postes de juge de la Cour constitutionnelle, ont annulé l'acte de volonté des citoyens roumains qui ont exprimé leur choix à travers le vote du premier tour de l'élection présidentielle. Cette décision paraît d'autant plus politique que la Cour avait validé le 2 décembre un recomptage des voix qu'elle avait ordonné le 28 novembre. Un recomptage qui, selon les juges, n'a pas révélé de fraude susceptible d'altérer le résultat des élections. Entre-temps, un sondage pour le deuxième tour donnait la victoire au candidat populiste avec 62% des voix. Mais le pouvoir n'en est pas resté là. Des policiers sur ordre du parquet mènent depuis des perquisitions sur fond de suspicion d'interférence russe en faveur du candidat dit d'extrême droite. Ils suspectent aussi des violations de lois concernant l'interdiction d'organisations et de symboles de nature fasciste, raciste et xénophobe. Après avoir annulé le résultat des élections, les sbires du pouvoir cherchent maintenant, comme vous le voyez, à inculper le probable gagnant des élections. Quant à l'Union européenne, qui s'est réjouie évidemment de cette annulation, elle a décidé, depuis, d'admettre la Roumanie dans l'espace Schengen au 1er janvier 2025. Voilà un heureux hasard qui va permettre d'apaiser l'électorat roumain sanctionné pour avoir mal voté. Non, nous ne sommes pas en Corée du Nord, mais en Europe. Mais pourquoi s'en étonner ? Cela avait déjà commencé au Danemark, en Irlande et aux Pays-Bas, où l'on avait fait revoter les citoyens suite à leur non à l'Europe.
Cela avait continué avec le traité de Lisbonne, concocté par Sarkozy, qui rendait nul le vote contre Bruxelles de 55% des Français. Changeons de sujet et franchissons la Méditerranée. En Algérie, l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, a été convoqué par les affaires étrangères algériennes. Cette convocation fait suite à la diffusion d'un documentaire, il y a 2 semaines, sur la chaîne de télévision officielle. On y apprenait que les services de contre-espionnage algériens avaient déjoué un complot orchestré par les services de renseignement français visant à déstabiliser l'Algérie. Dans ce documentaire, un Algérien à un visage découvert de 35 ans, présenté comme un ancien combattant de Daesh, détenu en Algérie pendant 3 ans, raconte avoir été contacté en 2022 par le premier secrétaire de l'ambassade de France. Ce dernier lui aurait avoué travailler pour la DGSE. Il lui aurait demandé, entre autres, de former un groupe terroriste avec ses ex-codétenus à Alger. Ceci en vue d'organiser des attentats sur le sol algérien. Les autorités algériennes ont prévenu l'ambassadeur que face à une hostilité devenue récurrente et délibérée, l'Algérie n'acceptera plus les pratiques et les actes de chantage émanant des autorités françaises et des cercles qui collaborent avec eux. Et là, vous allez rire. Ces cercles, c'est quoi? Notamment les lobbies et les factions de l'extrême droite. Encore l'extrême droite. Oui, c'est bien connu, les gouvernements Macron ont bien été gangrénés par l'extrême droite. Ces mêmes autorités terminaient leur diatribe par « La patience de l'Algérie a ses limites. L'Algérie se réserve pleinement le droit de répondre si ces actions persistent. » Ainsi, Paris se voit officiellement accusé de vouloir déstabiliser Alger. Bien évidemment, vous n'avez absolument pas entendu parler de cette affaire. Quelle guêpe, quelle nouvelle guêpe a piqué le régime autocrate d'Alger? La piqûre est en rapport avec l'arrestation de Boualem Sansal et surtout avec la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce qui est grave dans ce langage de va-t-en-guerre, ce n'est pas les rodomontades du FLN. Ce qui est grave, c'est qu'en 2020, le président Tebboune a mentionné que plus de 6 millions d'Algériens résidaient en France. Or, avec la haine toujours renouvelée du pouvoir algérien contre notre nation, et vu le nombre élevé de ses ressortissants sur le sol français, ne nous voilons pas la face. Notre pays a une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Certes, nombre d'Algériens vivant sur notre sol ne sont pas des séides de l'État FLN, mais il est évident qu'un certain nombre se font piéger par cette rhétorique anti-française. Il suffit de voir comment nombre de jeunes méprisent la France. Soyons lucides. Aujourd'hui, nous avons sur notre sol une potentielle 5e colonne qui, en cas de crise grave avec l'Algérie, pourrait s'en prendre aux intérêts français. Une 5e colonne puissante et déterminée. Comment réagit le gouvernement, ou du moins ce qu'il en reste, face à ces attaques? Par un silence contrit.
Un vieux harki m'a dit un jour, « La France, tu lui craches dessus, elle dit qu'il pleut. » Tout est résumé par cet axiome de cette personne digne de noblesse. Voilà ce que je voulais vous dire à l'occasion de cette fin d'année 2024. Certes, tous ces points ne sont pas réjouissants, mais nous, à Place d'Armes, nous ne sommes pas surpris, car nous savons depuis longtemps que la situation est grave et que le pire est devant nous. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons créé les comités de vigilance patriotique. J'en profite pour vous demander d'adhérer si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour conclure, et vous rendre le sourire face à cette triste actualité, je vais employer l'humour, un humour de saison, un humour touchant Père Noël. Il y a 4 âges dans la vie de l'homme. Celui où il croit au Père Noël, celui où il ne croit plus au Père Noël, celui où il est le Père Noël, celui où il ressemble au Père Noël. À vous de choisir le vôtre. Pour moi, hélas, c'est le dernier. Plus sérieusement, profitez des moments de bonheur que peut vous procurer ce Noël en famille et conservez, même si cela est difficile, votre foi en l'avenir de notre belle et grande patrie. Vive la France, vive Place d'Armes.